Quand Boireau Inside. La cabine technique de Boireau est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2, Adolphe Marx. Épisode 5. Le jeune homme est pris de panique, ce qui amène les soldats à l'attacher. Les bourreaux professionnels ont fait un excellent travail de préparation et ils sentent qu'ils rient, ils sont loin du but, tellement ce prisonnier est rempli d'effroi. Le fait d'assister au supplice du rabotage et la pensée qu'il va subir la même chose ont complètement bouleversé cet homme sans défense. Il affirme qu'il n'a participé à aucune conspiration, mais lorsqu'on lui demande d'où viennent les $500 qu'on a trouvés chez lui, il répond qu'il a changé de l'argent au marché noir et donne le nom de celui avec qui il a traité. Il avoue qu'il a payé le quintuple du cours officiel. Ah, enfin! S'écrie l'un des gardiens. Tu vois, il se sent mieux maintenant. Va lui chercher un peu d'eau. Et détache-le. L'autre prisonnier, celui qui est ligoté avec des fils de cuivre, a suivi la scène avec attention et crie à son jeune compagnon. Mais ferme-la. Crois-tu vraiment qu'on va te laisser tranquille à présent? Au contraire, c'est maintenant que cela va vraiment commencer. Les gardiens, stupéfaits, se regardent, et l'un d'eux l'éclate. Cela ne m'est encore jamais arrivé. Vous avez entendu ça? Puis ils se mettent à taper sur le courageux prisonnier qui voulait mettre en garde son compagnon de captivité, ils le frappent sans arrêt jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis ils l'emmènent. Le jeune prisonnier semble déjà regretter ce moment de faiblesse dans lequel, pris de panique à la pensée des tortures qui l'attendaient, il a avoué. Il a compris l'avertissement de son camarade et fait celui qui ne se rappelle plus aucune précision. Mais les gardiens ne se laissent pas décourager et continuent à l'accabler de questions. Combien de fois as-tu changé de l'argent? Que as-tu fait avec cet argent? Que as-tu dû faire en échange? Quels sont les documents que tu as dû mettre à disposition pour cela? Où t'es-tu procuré tant de francs guinéens? Tu ne gagnes pourtant pas plus de 10 000 francs guinéens par mois, environ $75. Le prisonnier répond, mais sans donner de détails. J'apprendrai plus tard que c'est un Européen qui a vendu les devises et que ce dernier est déjà en prison à ce moment-là. Les gardiens conseillent de nouveau au jeune homme de bien réfléchir avant de répondre. Puis, pour le récompenser, on lui donne un verre d'eau qu'il boit avidement. Il demande qu'on lui en donne davantage, mais les soldats lui disent: si tu bois davantage maintenant, tu vas être malade. On te redonnera de l'eau tout à l'heure. Tu as fait du bon travail, mais ce que tu nous as raconté ne nous suffit pas encore. Néanmoins, nous nous rendons compte que tu es plein de bonne volonté et que tu veux nous aider. Puis il se tourne vers l'autre prisonnier, celui qui avait eu droit au rabotage des mains. Alors, tu as réfléchi? Et comme il ne répond pas, l'interrogateur le menace. On va te mettre un peu de feu sous les fesses pour que la mémoire te revienne. Puis il va chercher un petit sachet plein de gousses de piment, épices extrêmement fortes que les Africains utilisent dans de nombreux mets, et écrase ces gousses sur la table au moyen d'une pierre plate, jusqu'à ce qu'il obtienne une poudre grossière. Puis il en prend une pincée et en saupoudre les blessures qui couvrent les mains du malheureux toujours suspendu à la barre de fer. Sous l'effet des brûlures intenses que provoque ce traitement, il se met à gémir. Il se tord dans tous les sens, son corps cherchant à échapper à ces terribles souffrances. Mais aucun aveu ne sort de ses lèvres. Le gardien lui dit alors: tu vois, j'ai encore beaucoup de piment. J'ai tout gardé pour toi, ne te fais donc pas de soucis, tu en auras suffisamment. Et se tournant vers moi: j'espère que tu comprends ce qu'il te reste à faire. Veux-tu que nous te ramenions dans ta cellule maintenant pour que tu puisses signer tes aveux? Je ne réponds pas, car je sais dans quelle colère il va se mettre si je réaffirme que je suis innocent. Alors il donne l'ordre de m'attacher. Je remarque avec quelle routine il me hisse à la barre de fer, jusqu'à ce que mes orteils effleurent à peine le sol. Puis les gardiens qui étaient là en spectateurs quittent la pièce, non sans nous prévenir auparavant. Nous vous laissons réfléchir tranquillement. Si nous n'obtenons pas de résultat, nous vous emmènerons au palais du président, comme Sebold, l'autre Allemand. Si vous survivez à leur méthode, vous serez bien les premiers. Un autre se retourne et dit: ah, j'oubliais, celui que nous avons interrogé hier est tombé mort du tabouret pendant qu'il comparaissait devant la commission. Il avait fumé un cigare avec le ministre juste avant, mais cela semble ne pas lui avoir réussi.
Encouragé par cette nouvelle, un autre gardien ajoute. À propos, nous avons encore perdu un autre client, le grand gros avec les lunettes, celui qui n'y voyait rien quand on les lui enlevait. Il est mort hier à l'hôpital. Pourtant, on ne l'a eu que 2 jours ici. Il devait déjà être malade avant. Puis ils s'en vont, ferment la porte, et nous nous retrouvons seuls avec un gardien. Nous savons bien que ces paroles n'avaient pour but que d'augmenter notre peur, mais en même temps nous nous doutons bien qu'il ne s'agit pas de faits purement imaginaires et que, pour bon nombre de prisonniers, ces tortures entraînent la mort. Une attente sans fin commence. L'Africain qui est suspendu à côté de moi semble lui aussi épuisé. Nous essayons de nous encourager du regard. Le jeune Africain est assis sur une chaise. Les quelques aveux qu'il a faits ont eu pour résultat d'améliorer sa situation. On a un peu relâché ses liens. Nous pensons avec crainte à ce qui nous attend. Notre geôlier fume cigarette sur cigarette et grignote des cacahuètes. Mais nos bourreaux semblent avoir terminé leur programme pour cette nuit, car il ne se passe plus rien. Il fait déjà presque jour lorsque les gardiens nous enlèvent nos menottes et coupent les liens attachant nos pieds, nous laissant tomber par terre comme des masses. On nous porte, vêtus seulement d'un pagne, dans une jeep qui nous ramène au camp. On ne nous permet pas de parler pendant le voyage, cependant le prisonnier le plus âgé proteste à haute voix et ne se calme même pas lorsque les gardiens du camp nous accueillent et nous trament dans nos cellules. Le calme absolu qui, à 7 heures matinales, règne encore sur le camp et sur ses environs permet d'entendre ces protestations d'assez loin. Mais les gardiens de la jeep, tout comme ceux du camp, ne prêtent aucune attention à ces éclats de colère, ils le laissent au contraire parler tant qu'il veut. Apparemment, ils ne risquent pas, à ce moment de la journée, de s'attirer les remontrances ou même les sanctions de leurs supérieurs, à moins peut-être qu'il n'ait reçu l'ordre d'épier ce que dit cet homme. Arrivé dans ma cellule, je tombe épuisé sur le sol et y reste couché. En fin d'après-midi, la porte s'ouvre et 2 hommes entrent avec de quoi écrire. Ils me demandent des renseignements sur mon identité et notent tout ce que je dis. Tous les détails les intéressent, même le nom de mes grands-parents. Je demande au secrétaire de la commission de me donner un peu d'eau. Mais il me refuse encore cette faveur au 8e jour de ma captivité. Pendant que je parle avec eux, on entend soudain un grand vacarme, de nombreux gardiens discutent avec animation dans leur langue. Je ne les comprends pas, mais en regardant par la porte ouverte je vois qu'un infirmier se dirige en courant vers la cellule qui se trouve en face de la mienne. Les 2 secrétaires qui s'occupaient de moi se dirigent également dans la direction d'où vient le bruit. Je m'assure que l'attention de tous est retenue par la cellule voisine et quitte la mienne. Je m'assieds sur un petit mur, à 1 mètre environ de ma cellule, et en profite pour respirer un peu d'air frais. Je suis encore vêtu du pagne que l'on m'a donné ce matin, mais, à présent, le fait d'être nu ou habillé m'est devenu complètement égal. Le sens de la pudeur a perdu de son importance, car les tortures que l'on m'a fait subir m'ont prouvé qu'il ne s'agit ici que de survivre. Je respire l'air frais à plein poumon et apprécie la légère brise qui procure un peu de fraîcheur à mon corps baigné de sueur. Je reste assis assez longtemps dehors et suis étonné que personne ne s'occupe de moi. Je me demande ce qui pourrait bien m'arriver si je restais encore longtemps dehors. En fait, il ne peut m'arriver pire que ce que j'ai enduré jusqu'à présent. Un bruit d'auto me tire de mes réflexions, le portail de la prison s'ouvre puis se referme, les gardiens se mettent au garde à vous, et je ne tarde pas à voir ce qui cause ces marques de respect. Guichard, le ministre de l'Intérieur, se dirige rapidement vers la cellule d'en face et je perçois de nouveau une discussion animée. Le prisonnier enfermé dans la cellule voisine de la mienne me chuchote par la fente de la porte. Abdallah a voulu en finir. Il a dévissé l'ampoule électrique, l'a brisée, et a essayé de s'ouvrir les veines avec un morceau de verre. L'un des gardiens s'en est aperçu en faisant un contrôle de routine et a donné l'alarme. « Comment le sais-tu » Il me répond. « Je suis libanais, mais je suis né ici et je parle le peul, le malinké et le soussou, les 3 principales langues de la Guinée. Comme je peux suivre la scène, je lui rapporte ce qui se passe dans la cour. Lorsque Guichard quitte le camp, il s'arrête devant moi et me dit « Il vous reste une dernière chance. Vous avez jusqu'à ce soir pour parler. Mais si d'ici là la commission n'a pas votre déposition écrite, vous ferez la connaissance de méthodes dépassant toute imagination. » Camp Boirot Inside. Je lui réponds à haute voix et de toutes mes forces, et j'ai l'impression que ma voix résonne dans la cour de la prison. Je ne peux pas faire plus que de dire la vérité et c'est ce que j'ai déjà fait. Ma témérité est aussitôt punie d'un coup de crosse de fusil dans les côtes, de la part d'un des gardiens accompagnant le ministre. Je vois, à l'air qu'il se donne, qu'il veut se faire bien voir par ce dernier. Pendant ce court dialogue avec le ministre de l'Intérieur,
je ne peux m'empêcher de ressentir de l'animosité envers cet homme. Je n'ai pas oublié que c'est lui qui est venu me chercher il y a 8 jours et je suis sûr qu'il est l'un des responsables de mon arrestation. Je sais qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur juste le jour où on est venu m'arrêter. Je suis donc à peu près sûr d'être sa première prise importante, et il ne peut évidemment pas se permettre que mon innocence soit prouvée. Je suis sûr qu'il va déployer tous ses efforts et toute son énergie sur mon cas. Guichard est en début de carrière, et il est particulièrement important pour lui de prouver aux autres ministres que mon arrestation a permis de neutraliser un espion dangereux. Il m'exhorte encore une fois à bien profiter du temps qui me reste jusqu'au soir, puis il s'en va. Sur ce, mon séjour à l'air frais se termine, car les gardiens retournent à leurs occupations et l'un d'eux me renvoie. Dans mon entracoup d'injures. Peu après, j'entends que l'on ouvre les portes des cellules les unes après les autres et qu'on les referme au bout d'un moment. Je tends l'oreille, on vient aussi dans ma cellule. 2 gardiens entrent. L'un d'eux grimpe sur les épaules de l'autre et dévisse l'ampoule électrique se trouvant au mur. Ça, nous le devons au candidat au suicide. Me dis-je en moi-même. Cela détériore encore les conditions de ma détention car comme il fait toujours sombre dans mon trou, je ne peux même plus voir quel est l'état de mon corps après toutes ces tortures. Les autres soirs, quand la lumière était allumée, je pouvais au moins examiner mes blessures et veiller à ce que la vermine ne s'y installe pas. Par la fente de la porte, j'essaie encore de reprendre contact avec un voisin et j'apprends qu'un autre détenu, un drogué, a essayé de mettre fin à ses jours. La privation brutale et totale de toute drogue a sûrement représenté pour son corps une souffrance atroce, et il n'a vu d'autre issue que la mort. J'apprendrai plus tard que le premier candidat au suicide n'avait pas eu le temps de s'ouvrir l'aorte, car il avait été dérangé par la ronde du gardien. C'est pourquoi l'infirmier se contente de lui faire un pansement et les gardiens le surveillent de plus près. Le motif qui l'a poussé à cet acte désespéré est une liste de noms qui devait permettre d'envoyer des innocents à la mort. Cette nuit encore, on me trame devant la commission pour un nouvel interrogatoire. Camp Boirot Inside. Là, on me montre toute une liasse de feuilles dactylographiées. Je suppose qu'il s'agit là de mes aveux, regroupant toutes les accusations qui ont été portées contre moi jusqu'à présent. On me lit également un nouveau chef d'accusation. Un de mes codétenus aurait avoué avoir reçu de mon entreprise des pots de vin assez élevés, et ceux des mains de mon directeur général, Jean Meuret. Ce dernier travaille à la maison mère de notre brasserie à Dakar et vient nous voir à Conakry 2 à 4 fois par an. Je réponds à ces messieurs que c'est la première fois que j'entends parler de corruption et ne sais que répondre. Alors on me montre un papier écrit de ma main et duquel il ressort que j'ai prêté à un employé du bureau de placement une somme de 30 000 francs guinéens, 225 $ environ, pour qu'il fasse réparer son auto. Ce reçu date de plus de 8 mois, et je confirme assez. Messieurs que cet employé ne m'a pas encore remboursé parce qu'il n'en a pas les moyens. Mais les membres de la commission ne se laissent pas convaincre, pour eux, il s'agit d'une affaire de corruption et il me somme de leur dire ce que cet homme a dû faire en échange pour l'organisation 5 grammes. Comme je ne sais que répondre à ce tissu de mensonges, je commence à lire les aveux que l'on a préparés pour moi. Et, dès la première page, je découvre le nom de plusieurs hommes que je ne connais absolument pas. Il s'agit, paraît-il, de membres d'une organisation SS mise sur pied par des instigateurs allemands et dont le siège se trouverait au sein même du gouvernement fédéral. On m'accuse encore d'avoir reçu de la société Fritz Werner, par l'intermédiaire de Peter Wieland sur ordre de son chef, Dr Meyer, des millions de dollars pour soutenir cette organisation. Je leur rends cette liasse de papier en leur disant qu'il m'est impossible de signer de tels mensonges. Les ministres me mettent en garde. Je vais regretter ma conduite et n'aurai à m'en prendre qu'à moi si on ne peut plus m'éviter les traitements que je ne connais pas encore. Tous les membres de la commission vont m'accompagner aujourd'hui dans la chambre de torture. Ils m'assurent encore qu'ils m'ont ménagé jusqu'à présent, eu égard au fait que j'ai la peau blanche, mais que c'est terminé maintenant. Je n'en crois pas mes yeux en les voyant tous se lever pour mettre leurs menaces à exécution. Ma jambe gauche est paralysée, je n'arrive plus à remuer les mains, mes avant-bras aussi sont dépourvus de toute sensibilité. Les blessures purulentes que j'ai aux bras et aux jambes me font terriblement souffrir. Je me sens extrêmement affaibli par suite des privations que j'ai dû endurer, et le climat meurtrier de Conakry rend mes souffrances encore plus insupportables. 3 gardiens me trament, et les ministres suivent, comme dans une procession. Mais leurs conversations à mi-voix ne permettent en rien de supposer qu'ils se dirigent vers un enfer. Dans la chambre de torture, un Africain est déjà suspendu à la barre de fer. Je ne le connais pas. 2 autres sont accroupis dans un coin, les bras attachés avec un fil de cuivre. Camp Boirot Inside. Comme les soirs précédents,
on m'entoure le câble électrique autour des bras. Cette procédure devient de jour en jour plus douloureuse, car les blessures sont profondes et pleines de pus. Les ministres prennent place sur la table et sur les chaises dans la même pièce que leurs victimes et recommencent l'interrogatoire que j'ai dû subir tant de fois déjà. L'un des gardiens demande de temps en temps au prisonnier suspendu à la barre de fer s'il est décidé à parler. Comme il ne répond pas, on lui donne des coups brutaux sur toutes les parties du corps. Puis, sans transition, l'un des membres de la commission ordonne à l'un des gardiens de me montrer à quoi ressemble un ongle. Je frémis d'horreur à la pensée qu'il annonce ainsi le spectacle inhumain de l'ablation d'un ongle sans anesthésie. Un frisson me parcourt le dos lorsque je vois le gardien prendre une longue pince et arracher très lentement au prisonnier suspendu à la barre de fer l'ongle de l'index droit. J'essaie de ne plus regarder, car le visage de l'Africain a pris des traits terrifiants et son visage est gris d'effroi. Aujourd'hui encore, je revois cette affreuse scène dans mes cauchemars, et surtout le visage horriblement décomposé de ce malheureux. Il a été très courageux, mais les cris de bête que sa douleur impuissante et sa détresse lui arrachent me bouleversent jusqu'au plus profond de moi-même. Je devrais, plus tard, subir moi aussi ce martyre. Les ministres et les gardiens se mettent à rire et le bourreau tout fier me met l'ongle arraché sous les yeux, comme s'il s'agissait d'un trophée. Je veux détourner la tête, mais ils m'empoignent par les cheveux. Le fait que leur brutalité me dégoûte à ce point et l'expression de mon visage ne laisse aucun doute à ce sujet provoque leur hilarité. Nos bourreaux sont particulièrement actifs ce soir, les ministres sont présents, et aucun d'entre eux ne veut donner matière à critique. C'est mon tour maintenant. Deux sbires m'empoignent et m'étendent sur une chaise dont le dossier se trouve à même le sol. L'arrêt avant du siège est le seul appui pour mon corps qu'ils posent de façon à ce que je la sente sous la taille. Puis ils appuient sur mes jambes et sur mon buste, si bien que j'ai l'impression qu'ils veulent me casser la colonne vertébrale. Ils font basculer mon corps comme si c'était une balançoire tandis qu'un troisième bourreau tire sur les liens qui m'attachent les bras, pour que je ne cesse de ressentir ces douleurs. L'un des ministres ne peut s'empêcher de me donner des coups de pied pour souligner sa colère. En même temps, ils continuent à me poser leurs questions. Chaque fois que je laisse une question sans réponse ou que ma réponse ne les satisfait pas, ils intensifient la torture en se relayant. Comme le supplice de la chaise n'a pas eu l'effet escompté, Ismaël Touré ordonne. Mettez-le par terre, la figure contre le sol. Puis il lance à un gardien sa cigarette allumée et lui dit. Enfonce-la lui dans le cul. Camp Boirot Inside.